Ravi de vous retrouver pour le compte de votre magazine Entretien. Aujourd'hui, fidèles téléspectateurs, nous allons devoir échanger autour de ces sujets. La guerre dans l'Est de la RDC, le déploiement d'une force régionale en RDC, retour des reliques de Lumumba en RDC, sortie des caméras, soit acquittement de tous les prévenus du procès 100 jours avec notre invité. Il s'agit bel et bien de Monsieur Jacques Drogmois. Il est analyste politique et économique. Bonjour, Monsieur Jacques. Bonjour, madame. Vous allez bien? Oui, ça va au rythme de la République démocratique du Congo. Voilà, je viens de l'annoncer. On commence déjà le tout premier point où nous allons vraiment prendre un peu beaucoup plus du temps pour parler de la guerre dans l'Est. Depuis des décennies, l'Est de la République démocratique du Congo est toujours menacé par des différents groupes armés qui sèment des terreurs et désolations dans cette partie. Alors, Monsieur Jacques, commençons d'abord par l'état de siège qui avait été décrété par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, aujourd'hui. Ça fait presque un an. Si vous pouvez d'abord nous faire un petit bilan, soit une petite lecture de cet état du siège jusqu'à présent. Merci beaucoup. Je voudrais, avant de répondre à toutes les questions que vous venez de poser, essayer de contextualiser ce qui a conduit pratiquement à l'instauration de l'état de siège. Moi, je pense que dès le départ, nous sommes rendus compte que, ou le gouvernement s'est rendu compte que finalement, l'Est continue à être le ventre mou de la République en ce qui concerne la sécurité. Nous sommes allés de tuerie en tuerie. Il ne s'est passé pas 4, 5 ou une semaine sans qu'il y ait mort d'homme, sans que les Congolais soient égorgés comme des moutons. Alors, le gouvernement a pensé que pour résorber cette insécurité, pour mettre terme à cette insécurité, il fallait instaurer l'état de siège. Mais nous nous rendons compte que dès le départ, des voix se sont levées pour dénoncer cette décision dans la mesure où cette dernière n'a pas été planifiée selon le ministre de la Défense. Nous avons suivi ces interventions où il disait clairement que l'état de siège n'a pas été planifié. Et lorsque vous n'avez pas planifié une activité, il s'ensuit que les objectifs que vous vous êtes signés semblent pratiquement nébuleux, pour ne pas dire obscurs. Et c'est comme ça que l'état de siège a été instauré à l'Est pour des résultats aujourd'hui que tout le monde est en train de déplorer. L'état de siège n'a pas donné les résultats escomptés. De plus en plus, des voix s'élèvent, comme vous le savez, pour que finalement, on repense cet état de siège ou bien carrément qu'on puisse y mettre terme et penser à autre chose. Et moi, je suis de ceux-là qui pensent que la solution à l'insécurité à l'Est passe par, disons, nos forces armées. Il va falloir qu'à un certain moment, qu'on puisse se dire que nous avons des forces armées, nous avons des militaires, nous avons la police, et il va falloir donner à ces forces armées le moyen. Quand je parle des moyens, je vois essentiellement les moyens matériels, les moyens humains, mais aussi les moyens financiers. Ne dit-on pas que l'argent est les nerfs de guerre, madame. Si nous arrivons à mobiliser les moyens, n'est-ce pas? Ces trois moyens dont je suis en train de faire allusion, pour les disponibiliser, pour les donner à nos forces armées, et bien évidemment en essayant de réformer, de restructurer ces troupes qui vont dans l'opération à l'Est, je suis convaincu, madame, que nous arriverons à trouver une solution à ces problèmes de l'insécurité qui aujourd'hui va faire plus de 2 décennies, madame. Voilà, alors, Monsieur Jacques,
Les rebelles du M23 ont repris les hostilités en décembre 2021 et gagnent du terrain depuis dans l'Est. Et ces groupes armés, dont la dernière grande offensive remonte à 2012, s'est emparé depuis le 13 juin, c'est de ce mois, le 13 juin, de Bunagana, à Bunagana, une ville stratégique à la frontière ougandaise. Alors, que dites-vous par rapport à cette prise de Bunagana par le M23? Merci beaucoup, madame. Cette prise de Bunagana démontre à suffisance, encore, nous ne cesserons jamais de le dire, l'absence de l'État à l'est de la République. Comment voulez-vous comprendre que un mouvement qui a cessé d'exister depuis 2013 puisse renaître de ses cendres comme si, comme par enchantement? Comment vous expliquer? Et cela se passe juste au moment où on parle de mutualisation des forces entre la République démocratique du Congo et l'Ouganda. Comment on arrive à expliquer cela? Comment on arrive à expliquer que les M23 renaît de ses cendres au moment où il y a la MONUSCO qui compte plus de 20 000 hommes et qui a déjà fait plus de 20 ans en République démocratique du Congo, au moment où on nous a parlé de l'arrivée d'une force kenyenne, bref, au moment où nous avons autant de troupes, autant de militaires à l'Est. Donc, quelque part, nous disons, nous ne pouvons pas compter sur les tiers pour arriver à imposer, et j'ai toujours parlé de l'imposition de la paix à l'Est. Nous devons compter sur nos propres troupes, sur nos propres forces. Mais pour y arriver, il y a un prix à payer. Il y a un prix à payer. Vous savez que depuis un certain moment, le pays est frappé par un embargo sur les armes. Vous le savez. Alors, je pense qu'il faut travailler dans le sens de lever cet embargo-là pour permettre au gouvernement d'équiper nos militaires avec les armes de dernier cri. Il faut travailler de manière à ce que notre armée soit une grande armée qui dispose de tous les moyens. Alors je reviendrai toujours et je ne cesserai de le dire. Les moyens matériels, les moyens humains et les moyens financiers. Vous ne pouvez pas envoyer les troupes au front pendant que chez lui à la maison, les enfants crèvent de faim. Vous ne pouvez pas envoyer des troupes au front pendant que les enfants de ces militaires sont chassés de l'école, au fond de l'école buissonnière. Vous ne pouvez pas envoyer des troupes au front pendant que leurs épouses sont incapables de subvenir aux besoins de leur famille. C'est comme ça nous disons, il faut prendre les dispositions qui s'imposent pour que les troupes qui sont envoyées au front soient à l'abri des besoins. Quand nous disons qu'ils sont à l'abri des besoins, nous pensons beaucoup plus à leurs familles qui sont restées. Il est anormal que quelqu'un qui est au front puisse apprendre qu'on a chassé sa femme de la maison parce qu'il y a un autre officier qui aurait occupé cette maison. Donc, bref, il y a autant de problèmes qui nécessitent qu'on trouve des solutions pour que nos forces armées puissent faire le job, madame. J'ai dit ici qu'il y a autant de forces à l'Est. La première des forces, comme vous le savez, c'est la MONUSCO avec plus de 20 000 âmes. Et qui est là depuis plus de 20 ans. Pour quel résultat? Ils sont pour quel résultat? Ils sont plus affairistes que militaires. Et c'est comme si cela ne suffisait pas. Nous sommes allés mutualiser nos forces avec les Ougandais. Pour quel résultat? Les ADF continuent à sévir l'Est de la République. On continue à égorger nos enfants, nos frères, nos cousins, nos femmes. N'est-ce pas? Et il y a la force kenyane dont on ne parle même pas. Nous nous posons la question de savoir où est passée la force ou les forces kenyanes. Bref, nous disons, il y a déjà suffisamment de forces à l'Est. Mais pourquoi nous n'arrivons pas à avoir le résultat attendu par tous les Congolais, c'est-à-dire la paix?
Donc nous devons, nous, à un certain moment, se dire, nous devons nous dire que la voie empruntée n'est pas la bonne. Personne, alors nous, j'ai dit, personne ne viendra mourir pour les Congolais, si ce n'est que les Congolais eux-mêmes. Et les Congolais sont disposés à mourir pour leur propre pays. Et vous le savez, il suffit qu'on réorganise les choses, qu'on donne les moyens à cette armée pour que cette dernière fasse le travail. Et lors d'un point de presse tenu à Kinshasa, l'opposant congolais Martin Fayulu est revenu sur cette question de l'insécurité dans l'Est. Et pour lui, la répétition d'agressions de notre pays est essentiellement due à la faiblesse de l'État et du leadership à la tête du pays. A-t-il raison? Entre autres, je lui donnerai partiellement raison parce qu'il s'est arrêté seulement à la gouvernance. Certes, c'est le maître mot de ce qui se passe à l'Est, mais il faut noter que la faiblesse qu'on vient de stigmatiser fait en sorte que le pays, ces pays-là, le Rwanda en l'occurrence, je voudrais les citer, en profitent pour faire les affaires. Est-ce que je vous apprends pas que le budget du Rwanda est supporté à 50% par des aides extérieures. Et une partie de son budget est supportée par le butin, par l'exploitation illicite et illégale des non-minéraux à l'Est. Mais pourquoi le Rwanda continue à exploiter illégalement nos minéraux, nos ressources à l'Est? Mais bien évidemment parce qu'il y a absence de l'État, parce qu'il y a absence de l'autorité de l'État, parce que nos forces armées ne sont pas en mesure, eu égard aux conditions dans lesquelles elles se trouvent, pour empêcher à M. Kagame de continuer à piller nos richesses à l'Est, madame. Donc nous disons, il va falloir qu'on réinstaure l'autorité de l'État. Il va falloir que nous ayons un leadership fort, que nous ayons une gouvernance à la hauteur des défis actuels pour que M. Kagame, à travers son Rwanda, comprenne que l'époque où il venait au Congo se servir de ces minéraux est révolue. Voyez-vous, madame? Donc nous disons, madame, le Rwanda s'organise pour entretenir l'insécurité à l'Est parce que ça lui est profitable. On dit toujours à qui profitent les crimes. À qui profite l'insécurité? À l'Est de la République démocratique du Congo. Oui, d'aucuns diraient Kagame est là, mais Kagame n'est pas seul. Derrière Kagame, nous savons qu'il y a les multinationales. Mais toutes ces entreprises-là trouvent un terrain favorable à cette exploitation illicite parce que de notre côté, nous avons encore des faiblesses. Nous avons des faiblesses de gouvernance. Il y a absence de l'État. Ne dit-on pas que la nature a horreur du vide? Lorsqu'il y a un vide, quelqu'un viendra le combler. Et celui qui le comble, c'est M. Kagame. Malheureusement, au détriment de la vie de nos compatriotes. Alors, les chefs d'État, membres de la communauté de l'Afrique de l'Est, ont validé lundi 20 juin à Nairobi l'activation du déploiement de la force militaire régionale dans l'Est de la RDC pour imposer la paix. Monsieur Jacques. Madame, c'est encore une force de plus. Ou de trop. Je considère ça comme étant une force de plus et de trop. Okay. Je venais de dire ici qu'il y en a déjà, on peut compter. Assez comme ça. Vous avez la MONUSCO, madame, avec plus de 20 000 hommes. Mais ça sert à quoi, madame? À un certain moment, il va falloir que le gouvernement puisse interpeller les Nations Unies pour savoir finalement que fait la MONUSCO. Si nous devons encore recourir aux forces de l'EAC pour espérer, j'insiste, je parle de l'espérance, pour espérer instaurer la paix à l'Est, ça veut dire que la MONUSCO n'est pas à sa place. À quoi a servi la mutualisation des forces
de nos forces avec l'armée, avec les forces ougandaises? À quoi a servi la présence des forces kenyanes à l'Est, madame? Donc on prend les mêmes et on recommence. Maintenant, on nous parle des forces de l'EAC. Et encore qu'on n'a pas encore défini la taille. On n'a pas encore défini la durée. On n'a pas encore défini l'écoute. Voyez-vous, madame? Et vous êtes sûr que ces forces-là, en nombre, dépasseront les forces des Nations Unies, qui sont là depuis 20 ans déjà, madame? Nous devons réfléchir en intellectuel à un certain moment. On ne peut pas continuer à se laisser tirer par les nez par la communauté internationale. Nous devons dire à un certain moment, il y en a marre. Arrêtons-nous. Nous avons les fils et filles de ces pays qui sont capables, qui sont disposés. Et vous le savez, le fait général colonel Mamadou Ndala a eu à le démontrer. Et il y a des militaires capables de réitérer la prouesse ou les prouesses du colonel Ndala, madame. Ils n'ont besoin que de certaines assurances. Voyez-vous, nul ne viendra imposer la paix en l'Est de la République démocratique du Congo si ce n'est que ses fils et filles. Et ces fils et filles sont disposés à le faire, madame. Pendant que Kinshasa accuse le Rwanda d'être derrière le 1-23, il y a Paul Kagame qui a brisé le silence en disant que c'est un autre président, Félix Tshisekedi. C'est notre président, Félix-Antoine Tshisekedi, qui fuit ses responsabilités face aux problèmes internes. C'est-à-dire que selon le Rwanda, la guerre dans l'Est de la RDC, c'est un problème interne et ça ne le concerne pas. Madame, le Rwanda est dans sa logique. Et le Rwanda reste constant. N'oubliez pas que le Rwanda se sert de ce genre de situation pour continuer à se victimiser. Nous savons que depuis un certain moment, je ne nie pas les génocides, mais ça a toujours été considéré comme un fonds de commerce pour le Rwanda. Et le Rwanda ne profite que de situations pareilles pour montrer en face du monde que nous ne sommes pas en mesure de gouverner le Congo. Nous-mêmes, nous donnons les fouets ou les bâtons à Paul Kagame pour se faire bastonner, madame. Nous avons dit ici que Paul Kagame était notre frère. Qui a oublié la chanson chantonnée par nos frères de l'UDPS, Yonani Oboya Kagame? Nous sommes allés plus loin, madame, vous souvenez-vous? Nous avons même permis à Kagame de raffiner l'or de la République démocratique du Congo. Vous le savez, il y a toute une usine de raffineries de l'or Rwanda, mais c'est de l'or congolais. Mais vous vous rendez compte que tout cela ne suffit pas à M. Paul Kagame? Il ne cherche qu'une occasion pour montrer en face du monde que finalement, lui doit continuer à régenter l'Est de la République démocratique. Donc, c'est nous-mêmes qui sommes la cause principale de ce qui se passe à l'Est. L'absence de l'État. Qui est appelé à instaurer l'État congolais à l'Est? Mais c'est le gouvernement congolais, c'est le régime en place. N'est-ce pas? Si cet État n'existait pas jadis, mais en vertu du principe de la continuité de l'État, madame, il va falloir travailler pour que finalement, qu'il y ait un État à l'Est. Quand on dit l'État, nous savons quels sont les symboles de l'État. L'un des symboles de l'État, c'est la présence de sa force armée, la présence de sa police, la présence de sa justice, madame. Voilà les denrées qui manquent à l'Est pour que finalement, M. Paul Kagame se rende compte que cet État-là, c'est vraiment un État qui existe et il ne peut plus se permettre de faire pareille déclaration. Mais s'il le fait, nous sommes nous-mêmes responsables. Mais hélas, madame. Mais un problème interne, comme le dit Paul Kagame, il y a le président... Problème interne, je le dirais dans la mesure où l'Est de la République reste le ventre mou. Nous n'arrivons pas à sécuriser l'Est de la République. Si nous ne sécurisons pas l'Est de la République, ces pays voisins en prendront comme prétexte pour continuer à envoyer leurs troupes là-bas et se disant
ils doivent sécuriser leur pays à travers notre pays, Mais, malheureusement. mais il y a le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso Kodia, il a déclaré lors d'une plénière qu'il y aura des arrestations. Pour lui, il y a des députés qui sont impliqués dans l'insécurité qui se bat dans l'est de la RDC. Et au moment où on dit que c'est le Rwanda, le président de l'Assemblée nationale dit autre chose. Monsieur Jacques, est-ce que à son niveau, il peut tenir ces genres des discours parce que ce n'est pas la première fois, ça c'est déjà la Merci beaucoup, deuxième. madame, vous l'avez dit, ça c'est la énième fois que M. Mbosso nous lance ces genres de faits d'annonce. Hier, c'était... Quitter les groupes armés. Quitter les groupes armés, sans pour autant nous citer toutes ces personnes qui étaient en train d'alimenter ces groupes armés. Aujourd'hui encore, voilà qu'il revient pour nous dire et on va assister aux arrestations. Mais qu'est-ce qui vous en empêche, monsieur le président de l'Assemblée nationale? Si vous avez des évidences sur des personnes qui alimenteraient l'insécurité à l'Est, mais donnez-les à la justice, monsieur le président, que de continuer à parler comme si la situation était normale. Moi, je pense que c'est plus un effet d'annonce qu'une réalité. Donc, M. Mbosso, s'il a des éléments, des évidences par rapport à toutes ces déclarations, il n'a qu'à le mettre à la disposition de la justice. Et la justice fera son travail. S'il ne le fait pas, ça veut dire en d'autres termes que ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Si ça existait, pourquoi je dois annoncer à la population que bientôt, ça va être le bientôt de Jésus. Je suis désolé de le dire. Okay. Bientôt là, ça va faire combien de bientôt? Si vous avez des éléments, vous n'avez pas à dire bientôt. Il faut agir. Un chef agit. Un chef n'est pas là pour annoncer. Il n'a qu'à prendre les éléments, le mettre à la disposition de la justice afin que la justice fasse son travail, que de passer tout le temps à venir nous annoncer tout le temps et finalement ce sont des annonces sans lendemain. Voilà. Alors, avant-dernier point, parlons de retour des reliques de Lumumba en République démocratique du Congo. Monsieur Jacques Domoin, que pouvons-nous retenir du combat de Lumumba? Merci beaucoup, madame. Vous devez savoir que Monsieur Lumumba, le feu Lumumba, a été assassiné par les ennemis de la démocratie. Monsieur Lumumba a été assassiné par ceux-là qui n'ont pas voulu voir le Congo décoller. Vous savez que déjà, après l'accession de notre pays à l'indépendance, il y avait une démocratie qui allait permettre à ces pays d'avancer. Mais malheureusement, ces ennemis de la République ont vu en Lumumba un leader qui allait permettre au Congo de décoller et ils l'ont assassiné. 62 ans après, à moins que je ne me trompe, voilà que il décide de nous donner une dent. Une dent pour faire le deuil de Lumumba. Les Congolais n'ont pas besoin de tout ça. Les Congolais ont besoin que ceux-là qui sont à la base de la mort de Lumumba puissent arrêter leur ingérence dans la gestion de cette république, puissent dire aux multinationaux qui insécurisent ces pays qu'il est temps que les Congolais et Congolaises jouissent de leurs richesses. N'est-ce pas? 62 ans après, voilà que ces Belges-là qui sont, entre autres, responsables du malheur du Congo, parce que s'ils n'avaient pas tué la démocratie à ce moment-là, on n'aurait pas assisté au coup d'État du fait maréchal Mobutu. Et le coup d'État du fait maréchal Mobutu en fait en sorte qu'un régime dictatorial puisse s'installer dans ces pays avec toutes ses conséquences sur le plan socio-économique. Aujourd'hui, nous déplorons les infiltrations. Qui ne sait pas que le premier infiltré fut son directeur de cabinet, M. Bisengimana, qui l'a aidé, qui a poussé le fait maréchal Mobutu à prendre des décisions socio-économiques qui ont tué l'économie de ces pays, notamment la zarianisation. Voyez-vous? Donc nous disons que les Belges aujourd'hui, en lieu et place de dire nous vous rendons la dent de notre héros national Patrice Emery Lumumba, les Belges devraient faire plus que ça. Travailler pour éviter l'ingérence de toutes ces multinationales, de tous ces pays-là, en commençant par le Rwanda.
de s'ingérer, de s'immiscer dans les affaires intérieures de la République démocratique du Congo. Est-ce que c'est opportun qu'il y ait une délégation qui quitte Kinshasa pour la Belgique, Kinshasa s'est promené avec une don de province avec un budget là un peu élevé parce que nous savons que toutes ces personnes sont prises en charge. Malheureusement, madame, je me dis, si le Premier ministre Patrice Lumumba était encore vivant, je ne suis pas convaincu qu'il allait accepter qu'on se comporta comme on est en train de se comporter maintenant. Hein? Rien ne changera aujourd'hui, malgré tout ce qui est en train d'être fait. Et ça s'est fait au moment où nous savons que le pays a besoin des moyens, suffisamment de moyens, pour faire face à l'insécurité à l'Est. Ben, il y a des personnes qui pensent que, à titre symbolique, il fallait organiser cela. Mais bon, écoute, nous sommes de ceux-là qui pensent que il va falloir que la Belgique, puisse, ne fût-ce que, comme nous disons, par rapport à ce qui s'est passé, aider la République démocratique du Congo à être gouvernée convenablement, madame. Qu'il y ait une instauration d'une bonne gouvernance. Que les élections qui vont venir puissent se passer librement et en toute transparence. C'est de cette manière-là que la Belgique rendrait, et comme nous disons, servirait la République démocratique du Congo. Quant au reste, moi je pense que c'est juste, je ne parlerai pas du théâtre, mais c'est juste à titre symbolique qu'ils sont en train de le faire. Mais ce n'est pas ce que les Congolais attendent de la Belgique. La Belgique a un grand rôle à jouer encore dans ces pays en faisant en sorte que tous ceux-là qui veulent gérer le Congo par procuration arrêtent de le faire. Alors, M. Jacques, avant de nous séparer, un petit mot par rapport à l'acquittement de Vital Kamerhe. Aujourd'hui, procès 100 jours, on a clôturé cette page. Madame, laissez-moi vous dire que, en tant que Congolais, parfois, nous avons honte. Nous avons honte d'apparaître comme tel. Vous imaginez la campagne médiatique qu'il y a eu ici sur le procès de M. Vital Kamerhe, présumé innocent, mais que tout le monde appelait déjà voleur en son temps. L'argent affecté au programme de 100 jours a été détourné. C'est une évidence. On a trouvé un bouc émissaire qui était à la personne de M. Vital Kamerhe, qui a été même condamné, vous vous souvenez, à 20 ans de réclusion. M. Kamerhe a fait appel. On a réduit sa peine à 13 ans. Et cela n'a pas suffi. Finalement, on dit, rien ne s'est passé. M. Kamerhe est clean, blanc comme neige. Alors la question que nous devons poser au gouvernement, à l'actuel régime, mais qui a finalement détourné l'argent destiné au programme des 100 jours? Il va falloir qu'on y réponde à un certain moment. Il y a un juge qui est mort, madame. Le juge Yanni paie à son âme. Pour ce procès, finalement, le juge Yanni est mort pour rien. Puisque M. Kamerhe est innocent. Il a été innocenté par notre justice. Ce n'est pas M. Kamerhe qui avait fait main basse au denier public. Alors, il va falloir qu'on nous dise qui avait empoché les millions de Congolais. Voilà. Donc les enquêtes doivent rester ouvertes jusqu'au jour où on nous dira qui est allé faire main basse aux réserves d'échange pour financer ces fameux programmes de 100 jours qui s'est arrêté à mi-chemin. Et vous savez qu'à ce jour, personne n'a jamais donné les rapports finaux de ces projets de 100 jours. Personne. Donc, le projet de 100 jours s'est terminé en queue de poisson. J'aime bien ironiser comme les Quinois. Le tombeau est vide aujourd'hui. Il n'y a plus rien. Il n'y a rien à voir, Madame la Marquise, circuler, comme on dit. Mais l'histoire retiendra que
le programme de 100 jours du président de la République a vu ces fonds détournés et aujourd'hui, on ne sait pas qui a détourné ces fonds-là. Mais l'histoire nous aidera un jour à les rétablir. Voilà. Merci bien. Vous avez certainement compris que c'est la fin de ce numéro d'entretien. Je vous rappelle juste les principaux titres. Nous avons commencé avec la guerre dans l'Est de la RDC, le déploiement d'une force régionale en RDC, ainsi que retour plutôt des reliques de Lumumba, ainsi que l'acquittement de Vital Kamerhe avec notre invité, M. Jacques Dournois, qui est analyste politique et économique, que j'ai dit merci. Merci beaucoup, madame. Et à vous qui nous avez suivis, je vous dis également merci. On se retrouve la semaine prochaine avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous. Au revoir.